9 mai 2009, une femme de Houston profite de sa pause déjeuner pour se rendre à la banque retirer de l'argent. Lorsqu'elle consulte son compte, son cœur s'arrête. Un retrait de $3000 vient d'être effectué il y a moins de 10 minutes. Comment cela a-t-il pu se produire? Elle est toujours vigilante quand elle retire de l'argent et n'a jamais effectué d'achat en ligne. Pourtant, en un éclair, son compte a été vidé sous ses yeux sans qu'elle n'ait lâché sa carte. Paniquée, elle décide de prévenir la police, mais malheureusement pour elle, il est déjà trop tard. Les malfaiteurs ont vidé l'ensemble de son compte. Et en réalité, elle n'est pas seule dans cette situation, car des centaines d'Américains sont touchés chaque jour et la liste ne fait que s'allonger. Derrière ce vol massif se cachent 4 hommes, 4 individus aussi mystérieux qu'organisés, avec un processus méticuleux et une hiérarchie bien claire. Regardons ensemble comment ces 4 individus ont réussi à monter en l'espace de 2 ans l'un des plus gros réseaux d'arnaques du Texas. Plongeons-nous dans l'histoire des 4 de Houston. Aujourd'hui, on publie le 2e épisode d'un nouveau concept consacré à des personnes marquantes de l'impression 3D ou des nouvelles technologies en général. C'est un tout nouveau format pour nous, ça nous a demandé beaucoup de travail. Donc si jamais ce concept vous plaît, dites-le nous en commentaire, likez, abonnez-vous. Évidemment, partagez la vidéo à vos proches, ça nous encourage énormément et ça nous pousse à continuer. Et évidemment, vous trouverez toutes les sources et les différents rapports qui nous ont permis de faire cette vidéo dans la description. Notre histoire commence en 2008 à Houston, aux États-Unis. Un homme apparemment ordinaire, menant une vie sans histoire, cache en réalité un mystérieux secret. À 35 ans, cet individu énigmatique est en réalité un escroc aguerri, opérant dans l'ombre depuis de nombreuses années. Ses débuts, des petits délits, des fraudes à l'assurance, des arnaques banales, d'ailleurs souvent liées aux cartes bancaires. Sa méthode préférée à l'époque, c'était l'usurpation à la télévente. Le principe était simple, il appelait des victimes, leur proposait des offres irrésistibles sur différents produits. Une fois appâtés, il leur demandait leurs informations bancaires qu'il utilisait ensuite pour effectuer des transactions frauduleuses. Pourtant, malgré ses efforts, les résultats étaient loin d'être satisfaisants. Arnaquer des mamies vulnérables, c'est certes moralement douteux, mais surtout, ça ne rapportait pas suffisamment. Les résultats étaient plutôt décevants. Mais un jour, alors que Jason, en quête de nouvelles opportunités, naviguait sur un forum spécialisé dans la fraude informatique, il tomba sur un dispositif révolutionnaire, un outil qui allait transformer sa carrière et faire passer ses escroqueries à un niveau bien plus ambitieux. Une technologie révolutionnaire capable de capter les données d'une carte bancaire sans le moindre contact direct et sans éveiller le moindre soupçon chez la victime. Un dispositif donc mystérieux à installer sur un distributeur automatique. Pour Jason, c'était l'opportunité du siècle. Je reviendrai plus tard sur l'explication détaillée de ce dispositif complexe, mais comprenez bien que du point de vue de Jason, à ce moment-là, ce système restait encore largement flou. Mais il savait que pour réaliser son plan, il devait abandonner son rôle de loup solitaire et former une équipe pour tirer le plein potentiel de ce dispositif. Il se tourna donc vers les forums d'escrocs et les bas-fonds de Houston pour recruter 3 partenaires aux talents complémentaires. Le premier argent de ses rangs fut John Paz, un jeune ingénieur de 24 ans au profil technique et informatique. Devenu lieutenant Jason, il sera l'ingénieur en chef des opérations. Le deuxième à être recruté fut John Griffin, 29 ans, au casier judiciaire vierge et au visage d'ange. Il sera la vitrine de leur organisation, le visage lisse qui détournera les soupçons de la police. Enfin, comme dans toute bonne histoire criminelle, il fallait un homme de main, quelqu'un prêt à tout, même à faire le sale boulot. Cet homme, ça sera Albert Richard, 48 ans, un escroc déjà bien endurci, sans rien à perdre. Avec cette équipe, les 4 de Houston étaient prêts à vider le maximum de comptes bancaires de tout le Texas. Ils mirent leur plan en action et les résultats furent immédiats. Jason, lui, se procurait les dispositifs frauduleux, tandis que son équipe exécutait le reste. Chaque membre jouait un rôle bien précis, et c'est cette organisation millimétrée qui fit leur force. Les autorités gardèrent le silence sur le nombre exact de victimes, mais il y en a eu suffisamment pour que la police de Houston s'inquiète et lance une enquête pour démasquer les auteurs de cette vague de pillage bancaire. Avant que le FBI ne prenne l'affaire en main, les premiers à charger de cette enquête furent les experts de la police départementale de Houston. Les plaintes affluaient. Toutes, évidemment, provenaient de la même ville. Des comptes bancaires vidés en un instant, des transactions frauduleuses impossibles à expliquer. Pour les enquêteurs, la tâche annonçait presque
impossible. Comment traquer des voleurs quand les victimes n'ont aucun souvenir de ce délit? Pour le cas de Houston, c'était le coup parfait. Aucune preuve tangible, aucun témoin, juste une mystérieuse transaction éclair qui vidait les comptes de leurs victimes en quelques secondes. À ce moment-là, la seule piste dont disposait la police était que les transactions frauduleuses avaient lieu sur des distributeurs automatiques à Houston ou dans ses environs. Mais entre le moment où la victime se faisait dérober et celui où elle réalise le vol et le signale à la police, il est souvent bien trop tard. La solution serait donc de les prendre en flagrant délit, et ça révèle évidemment du miracle. Alors commence un jeu de chat et de souris entre le gang et les forces de l'ordre. La police décide de mettre en place des équipes pour surveiller tous les lieux névralgiques, mais cette technique ne donne strictement rien. Les jours passent et le désespoir grandit parmi les enquêteurs. Et un après-midi d'été, en plein mois d'août, alors que le soleil tape très fort, le miracle tant attendu finit par se produire. En pleine patrouille, 2 policiers tombent alors nez à nez face à 2 individus. L'un d'eux, portant un sac à dos, attire immédiatement leur attention. Sur au front, bon en plein été c'est normal me diriez-vous, regard fuyant, attitude nerveuse, pour la police habituée à ce type de profil, tout indique que cet homme cache quelque chose. La police décide donc de procéder à un banal contrôle de routine, et ce qu'ils vont découvrir va les laisser sans voix. Les 2 hommes avaient dans leur sac un arsenal de matériel informatique. Ordinateur portable, disque dur, dispositif de transmission de données, et cerise sur le gâteau, une grande quantité d'argent liquide, le tout avec un carnet rempli de codes PIN. La police venait en réalité de tomber sur Jason Lee, chef du gang, et John Griffin, le fameux visage d'ange. Le stratagème de visage d'ange a visiblement bien fonctionné, puisque lors du procès, il n'écopera que d'une légère amende. Pour Jason Lee, en revanche, la sentence fut bien plus sévère, avec 10 mois de prison pour faute aggravée. La tête de réseau venait donc d'être tranchée. Et sans leur chef, la situation risquait vite de devenir compliquée. Et c'est bien dans cette situation extrême qu'un nouveau génie du crime va émerger et fera monter leur gang dans une nouvelle sphère du crime. Quand les policiers mettent la main sur le matériel de Jason, ils comprennent alors très vite le dispositif. Le plan était redoutable. Un appareil falsifié placé directement sur le distributeur automatique, conçu pour imiter à la perfection l'entrée de la carte, mais leur objectif n'était pas de voler la carte elle-même. Non, ça serait bien trop grossier. Non, leur stratégie était bien plus insidieuse. Grâce à une bande magnétique, le dispositif était capable de capturer les données de la carte et les transmettre directement à l'équipe, sans même que la victime ne s'en rende compte. Ces données pourraient suffire pour effectuer des achats en ligne, mais leur ambition allait bien plus loin. Leur but, c'était de vider le compte de leur victime. Et pour ça, ils avaient besoin d'un atout supplémentaire, une minuscule caméra. Invisible à l'œil nu, cette caméra a été placée pour enregistrer le code PIN de la victime, offrant ainsi aux escrocs un accès total à la carte. Et rappelons qu'en 2009, les transactions en ligne ne représentaient qu'une fraction des transactions globales. La vraie manne financière, elle se trouvait dans les distributeurs automatiques de billets. L'étape finale, transférer les données cryptées sur une nouvelle carte vierge. Avec cette carte contrefaite et les codes en main, les escrocs ils n'avaient plus qu'à se rendre au distributeur le plus proche pour vider le compte bancaire de leur victime. Du côté du gang, c'était la panique. Leur chef venait d'être condamné à 10 mois de prison et l'identité de Griffin venait d'être compromise. Mais le coup le plus dur fut l'absence de Jason. C'est lui qui se procurait ce dispositif à bas coût sur le marché noir. En lui, l'approvisionnement devenait donc un véritable casse-tête. John Paz, le lieutenant de Jason, prend alors les rênes du groupe. Et sa première idée, c'est d'acheter les dispositifs eux-mêmes. Mais avec des prix oscillant entre 2000 et 10 000 $, la rentabilité serait vite quasi nulle, étant donné que les dispositifs avaient un risque non négligeable d'être identifiés et donc détruits. C'est alors que John eut un éclair de génie, fabriquer leur propre dispositif. Projet ambitieux certes, mais il savait sur quoi miser, une imprimante 3D. Cette petite machine qui à l'époque ne payait pas de mine, mais pourtant coûtait une petite fortune, était en réalité une arme redoutable. Capable de créer des objets avec une précision inégalée, elle pouvait certes reproduire les dispositifs de fraude, mais surtout augmenter la durée de vie de chaque appareil. Il pouvait facilement reproduire des dispositifs
ultra réalistes qui pouvaient s'adapter aux couleurs et aux formes de chaque distributeur. Ça permettait donc à leur appareil de rester plus longtemps sur le lieu du crime avant de se faire détecter et finalement d'augmenter leurs gains. Bon, ça pouvait sembler révolutionnaire il y a 15 ans, mais maintenant ça fait sourire. Aujourd'hui, les imprimantes 3D sont beaucoup plus performantes, moins chères et surtout les objets produits sont bien plus ambitieux. D'ailleurs, si ça vous intéresse, on propose une formation à l'impression 3D et à la modélisation 3D qui se déroule en individuel avec un formateur. Donc si votre projet c'est de braquer une banque, votre formateur pourra s'adapter à votre projet. Non, évidemment, je plaisante. Là, les projets de nos anciens élèves, c'est plutôt savoir réparer des pièces cassées, fabriquer en toute autonomie des objets. Et je sais que la modélisation 3D et l'impression 3D, ça peut faire peur, mais là, votre formateur pourra vraiment prendre le temps qu'il faudra pour vous rendre autonome dans cette techno. Et en plus, sachez qu'on vous met à disposition pendant 1 an une machine. Et en plus de ça, vous pouvez faire financer jusqu'à 100% cette formation, étant donné qu'elle est reconnue par l'État. Donc, je vous mets le lien en description. Nous sommes en décembre 2009 et cela fait maintenant 5 mois que les affaires sont au point mort pour le gang. Après plusieurs mois de travail et de galère sur leurs imprimantes 3D, le groupe réussit à mettre au point leur premier dispositif maison et le résultat est sans appel. Les dispositifs imprimés en 3D sont bien plus rentables et beaucoup moins détectés. Les affaires reprennent donc de plus belle, mais la réjouissance semble prématurée car leur chef, pour rappel, est toujours en prison. Et le groupe commence à manquer de main d'œuvre. Entre la production des dispositifs et les retraits d'argent, l'absence de Jason Lee, le chef du gang, commence à se faire lourdement ressentir. C'est alors qu'ils prennent une décision qui va changer radicalement leur destin. Recruter un nouveau membre. Et ce dernier deviendra vite une pièce maîtresse du groupe. Mais paradoxalement, on ne sait rien ou presque rien sur lui. Et tout ce qu'on sait, c'est qu'il a été recruté alors que Jason était encore en prison. Nous appellerons donc cet individu Monsieur X. Pendant ce temps, les affaires continuent de tourner. Et le 7 mai 2010, Jason est enfin libéré de prison. À sa sortie, le gang l'attend, accompagné du nouveau membre. Au départ, Jason ne voit pas d'un très bon œil l'arrivée de ce remplaçant, et plus le temps passe, et plus Monsieur X gagne la confiance de Jason. Et Jason reprend petit à petit naturellement son rôle de leader. L'équipe est donc à nouveau soudée, forte comme jamais, et prêt à relancer ses activités, cette fois-ci avec une nouvelle répartition des rôles. John Paz, l'ingénieur, est désormais responsable de la fabrication des dispositifs et de l'encodage des données des cartes sur les contrefaçons. Albert Richard, l'homme de main, se charge de l'installation des dispositifs sur les distributeurs de billets, en veillant toujours à bien recouvrir les caméras de sécurité. John Griffin, alias Visage d'Ange, est chargé de retirer les fonds dans les différents distributeurs automatiques du Texas, avec les cartes contrefaites. Quant à Monsieur X, son rôle reste un mystère. On suppose qu'il fournit un soutien crucial à Jason, mais les différents détails sur lui restent mystérieusement caviardés dans les différents rapports. Et de grosses sommes en liquide commencent à s'amasser, mais le groupe reste conscient qu'ils doivent rester sur leur garde, car désormais 2 de leurs membres sont connus des services de police. Cependant, ce que Gang ignore, c'est qu'en réalité, la police en connaît déjà bien plus. Pendant l'incarcération de Jason, la police avait transmis l'affaire au FBI en raison de sa complexité, et ce dernier a mystérieusement réussi à identifier tous les membres du gang. Mais pour les autorités, maintenant l'enjeu, c'était de pouvoir rassembler des preuves tangibles contre chacun des membres du gang avant de pouvoir les arrêter simultanément. La police avait très bien compris que le court séjour en prison n'avait en réalité nullement dissuadé le gang de continuer. La mission du FBI était donc claire, les faire tomber tous ensemble avec un grand nombre de chefs d'accusation pour les envoyer au trou le plus longtemps possible. Malheureusement pour le gang, c'était déjà trop tard pour un de leurs membres. Et l'histoire se répéta comme en 2009. Le FBI réussit à se procurer des preuves sur Visage d'Ange. Faut dire qu'après sa première arrestation, la police le suivait à la trace et l'inévitable se produit. Pendant que Jason était encore en prison du 5 au 8 avril 2010, Griffin fut filmé à plusieurs reprises par des caméras de surveillance qui ont été installées par les unités chargées de le suivre. Et sur les vidéos, on le voit utiliser des cartes de crédit frauduleuses. C'était donc un membre en moins à traquer pour la police. Le 31 mars 2011, ce fut au tour de Richard, l'homme de main, à être pris au piège. La caméra de surveillance placée par les enquêteurs en charge de l'affaire a filmé sa voiture juste avant d'être recouvert par Richard. C'est donc des preuves supplémentaires pour un autre membre du gang, resserrant donc un peu plus l'étau autour des derniers complices. Mais les 3 derniers membres sont largement les plus coriaces. Jason, déjà arrêté une fois, prend le minimum de risques et évite soigneusement de s'exposer. Quant à John Paz, le numéro 2, il est encore plus insaisissable. L'homme de l'ombre n'apparaît jamais en public et se contente de son rôle d'ingénieur. Si obtenir des preuves contre Jason Laz semble déjà compliqué, faire tomber Paz paraît presque impossible. Mais comme souvent, la patience du FBI finit par payer. Un jour, par excès de confiance, Jason
raisonne comme est l'erreur fatale. Il se rend lui-même à un distributeur automatique pour retirer de l'argent. Malheureusement pour lui, une caméra secrète, placée une nouvelle fois par la police, capture la scène en flagrant délit. Bizarre, le FBI aurait-il mis des caméras cachées dans toutes les banques du Texas? Il nous reste donc plus que 2 membres à coincer, dont le redoutable John Paz. Il n'a jamais fait d'erreur et il ne se mouille surtout pas pour installer les dispositifs ou encore faire la stupide erreur de retirer de l'argent. Et pourtant, un matin de juin 2011, la police défonce sa porte et envahit sa résidence pour une perquisition musclée. Et il n'est pas le seul à être ciblé. Au même instant, les forces de l'ordre frappent à la porte de tous les membres du gang, déclenchant une vague de perquisitions simultanées. Le FBI a donc finalement réussi à obtenir des preuves contre lui. Ont-ils finalement lancé l'assaut en estimant que 3 preuves sur 5 suffisaient? Le procès suit rapidement et le verdict tombe. Tous les membres de l'organisation, sans exception, sont condamnés. Tous, sauf un. Celui qu'on nomme Monsieur X. À ce moment-là, c'est l'incompréhension parmi les autres membres du gang. Pourquoi nous et pas lui? Et surtout, comment la police a réussi à avoir des preuves contre John Paz? En réalité, John Paz a tout révélé à la police avant son arrestation. Il a décrit en détail comment il fabriquait chaque dispositif de fraude. Mais pourquoi l'avoir dit à la police? Cas de conscience? Regret? Non, en réalité, il a tout avoué. Chez lui, tranquillement installé, autour d'une bonne bière à Monsieur X. Et les plus perspicaces d'entre vous l'auront compris, Monsieur X était en réalité un agent infiltré du FBI. Et c'est grâce à lui que la police a pu identifier tous les membres et surtout recueillir des flagrants délits en vidéo aussi facilement contre eux. En moins de 2 ans, c'est donc plus de 400 000 $ qui ont été volés par le gang, et c'est finalement assez peu, surtout qu'il s'agit d'argent de particuliers. Donc il a fallu voler des milliers de personnes pour amasser une aussi grosse somme. À l'époque, cette affaire a été étouffée et passée sous le silence. Les autorités espéraient éviter ainsi une nouvelle génération de criminels. Mais le destin en a décidé autrement. Malgré les efforts de la police, cette technique n'a fait que se développer, et 3 ans plus tard, une vaste opération dirigée par Europol a abouti à l'arrestation de 31 personnes et au démantèlement d'un réseau de fabrication de dispositifs frauduleux. Il proposait des milliers de dispositifs imprimés en 3D aux couleurs de toutes les banques possibles dans différents pays européens, dont la France. Et contrairement aux gangs des 4 de Houston, ils n'ont pas eu la bêtise de faire le sale boulot. Eux, ils se contentaient de vendre tranquillement leurs dispositifs à 10 000 $ l'unité sur le dark web. Technique bien plus sûre, donc la prochaine fois que vous rendez un distributeur, ouvrez l'œil et soyez vigilants, car vous pourriez bien être la prochaine cible. Je l'avais déjà dit dans le premier épisode, mais je le redis une nouvelle fois, et l'objectif c'est plutôt de vous montrer à travers la vie de différentes personnes des applications concrètes et souvent impressionnantes de l'impression 3D, ou d'autres technologies qui peuvent paraître un peu mystérieuses. En tout cas, si jamais vous souhaitez vous lancer dans l'impression 3D, je vous rappelle qu'on propose une formation en individuel qui peut être financée jusqu'à 100%, je vous mets le lien en description, et si cette vidéo vous a plu ou si vous avez des sujets que vous voulez qu'on traite,